Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien, aille bien. Alors, je vais diffuser une vidéo, vraiment une vidéo qui m'a vraiment choqué et qui m'a aussi montré euh, véritablement que dans nos églises, c'est exactement cet esprit qui règne aujourd'hui dans l'église de Jésus-Christ. Les lieux dits églises, le gouroutisme, l'esprit de gourou dans alors, l'esprit de gourou dans l'église et dans le monde. Et ici, la vidéo qui va être diffusée par la suite, vous allez voir, le titre c'est Usher brise enfin le silence, ce que Didi lui a fait à 14 ans, frères et sœurs. Et on voit aussi dans cette vidéo, il y a un moment donné où Didi dit à Usher, voilà, qu'il ne faut pas, voilà, il faut, en gros, la main qui t'a nourri, en fait, il faut être reconnaissant envers la main qui t'a nourri. Et en gros, c'est une phrase qui revient beaucoup aujourd'hui, frères et sœurs, dans les milieux sectaires, que les gourous distillent aux frères et sœurs, aux chrétiens, frères et sœurs, pour les maintenir dans la captivité et les maintenir captifs. Il leur distille ces paroles, frères et sœurs, pour leur faire taire, pour pas qu'elles puissent parler. Vous voyez, frères et sœurs? Et aujourd'hui, on voit que Usher sort du silence. Pourquoi? Parce que la chose est devenue médiatique. La chose est devenue connue de tous. Donc, il a la force pour pouvoir parler. D'où l'importance des frères et sœurs de témoigner de ce que elles peuvent, comment dire, vivre au sein des églises qui sont sectaires, qui détruisent les âmes du Seigneur, qui détruisent les vies de Jésus-Christ, frères et sœurs, les enfants du Seigneur Jésus-Christ, qui sont des vies du Seigneur, voilà, des âmes du Seigneur. Donc, Usher là parle, pourquoi? Parce que la chose est sortie, la chose est devenue médiatique. Vous comprenez, frères et sœurs? Beaucoup commencent à comprendre ce que Didi faisait dans le secret, frères et sœurs, et il a la force pour parler. D'où l'importance de témoigner, d'où le Seigneur, voilà pourquoi le Seigneur nous pousse aux chrétiens de pouvoir témoigner, de pouvoir parler, pour que d'autres puissent avoir la force de parler, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que ce que ces personnes ont vécu dans les coulisses, dans le secret, frères et sœurs, a eu un impact sur leur vie, un impact compliqué sur leur vie, frères et sœurs. Vous comprenez? Donc, de ce fait, elles ont peur. Elles ont peur de s'exprimer, elles ont peur de parler, et de ce fait, le gourou, le méchant, la personne en question qui fait le mal, va continuer à faire le mal. Pourquoi? Parce que personne ne parle, personne n'avertit, personne n'interpelle, personne ose pointer du doigt ce qui ne va pas. De ce fait, le mal prend de l'ampleur. Des victimes s'accumulent, frères et sœurs, et c'est grave. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, je vais diffuser cette vidéo et vous allez voir que dans cette vidéo, Usher a eu le courage de pouvoir parler, frères et sœurs. Donc voilà, suivez cette vidéo. Vous pouvez rebondir dessus sur le chat, il n'y a pas de souci. En tout cas, au travers de cette vidéo, que d'autres chrétiens aient le courage de pouvoir dénoncer les gourous, dénoncer les faux pasteurs, dénoncer ceux et celles qui les maltraitent, qui les ont, qui les dominent spirituellement, qui les dominent physiquement, voilà, qui abusent d'elles, qui abusent d'eux, que vous puissiez avoir le courage de pouvoir parler au nom de Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs. Et on voit que c'est depuis l'âge de 14 ans, dès le bas âge. Et combien aujourd'hui dans nos églises, frères et sœurs, depuis le bas âge, sont assis dans les églises, frères et sœurs, mais ils sont dominés, elles sont écrasées, elles sont abusées, frères et sœurs, et n'osent pas parler depuis toutes ces années. Donc imaginez-vous de 14 ans à l'âge de Cher, combien de temps s'est écoulé, combien de temps cela l'a brisé psychologiquement, cela l'a brisé moralement, mentalement, frères et sœurs. C'est grave. Vous comprenez, frères et sœurs? Avertissement important avant de commencer. Ce qui suit requiert l'attention particulière du spectateur. Le contenu présenté est strictement à but éducatif et de divertissement. Voici la transcription fidèle des témoignages du procès fédéral de Diddy Combe, rapporté par Inner City Press.
Le silence pesait sur la salle d'audience comme un linceul. Chaque respiration semblait suspendue lorsque le magistrat appela le témoin suivant. Les regards convergèrent vers l'entrée principale où une silhouette familière franchit le seuil. Une présence que personne n'avait anticipée. Usher Raymond, détenteur de multiples Grammy Awards grâce à sa musique. Mais aujourd'hui, il ne venait pas témoigner de ses succès musicaux ou de conflits contractuels habituels. Il venait révéler la vérité sur ce qui s'était réellement déroulé dans l'ombre de l'empire Diddy Combs. Pendant des décennies, le silence avait été son armure. Les sourires de façade lors des interviews, les esquives habiles face aux questions dérangeantes. Tout cela appartenait désormais au passé, car maintenant, alors que Diddy fait face à des accusations fédérales pour trafic et direction d'une entreprise criminelle, Usher avait pris une décision irréversible. Il allait dire la vérité. Cette vérité qui, selon ses propres mots, le dévorait de l'intérieur depuis trop longtemps. Le témoignage débuta par un retour dans le temps. Usher évoqua ce jour où sa mère lui annonça qu'il allait vivre avec Diddy à New York. 14 ans. Un premier album déjà sorti. Des rêves plein les yeux et une ambition dévorante de conquérir l'industrie musicale. El Harid avait orchestré ce mentorat, convaincu que côtoyer Diddy propulserait la carrière d'Usher vers des sommets inédits. Aucun d'eux n'avait imaginé dans quel univers le jeune artiste allait pénétrer. « J'étais persuadé que j'allais apprendre les secrets de la célébrité », déclara Usher à la cour, sa voix ferme mais tendue. Au lieu de cela, j'ai été témoin de choses qu'aucun adolescent ne devrait voir. Dès son arrivée dans le penthouse de Midtown Manhattan, Usher découvrit un environnement saturé d'excès. Des flûtes de champagne accompagnaient les petits déjeuners. Des inconnus émergeaient de pièces dont il ignorait l'existence. Des célébrités qu'il reconnaissait des magazines et de la télévision traînaient à demi vêtues ou inconscientes. Ce n'était pas un foyer. C'était une mise en scène permanente. Diddy l'appelait le camp d'initiation. À l'époque, Usher pensait que c'était simplement du marketing. Plus tard, il comprit que cela signifiait indulgence totale. Le mentorat promis se transforma rapidement en autre chose. Diddy ne lui enseignait ni les techniques vocales ni l'art de la performance. Au lieu de cela, Usher fut encouragé à observer le style de vie, à faire la fête avec les célébrités et à cesser de poser des questions. Il me disait « c'est comme ça qu'on procède ». Tu ne poses pas de questions, tu regardes, tu apprends en observant. C'est comme ça que font les vrais hommes. Un souvenir particulier marqua un tournant décisif. Usher se rappela s'être réveillé vers 3 h du matin pour découvrir des individus masqués pénétrant dans l'appartement. Une musique feutrée résonnait. Des bougies illuminaient le couloir d'une lueur dansante. En se dirigeant vers le salon, il découvrit ce qu'il ne put décrire que comme un rituel. Ce n'était pas seulement du sexe. Il y avait une organisation, une structure, des caméras, des listes et personne ne semblait surpris. J'ai pensé que j'étais peut-être tombé sur un plateau de tournage. Je me souviens avoir pensé, je ne devrais pas voir ça. On lui ordonna de retourner se coucher, mais le sommeil ne vint pas cette nuit-là. Ce fut le moment, affirma-t-il, qui transforma à jamais sa perception de Diddy. La partie suivante du témoignage d'Usher se concentra sur les avertissements qu'il n'avait jamais reçus. Ni de sa maison de disques, ni de sa mère, ni des initiés de l'industrie, qui connaissaient tous la véritable nature du monde de Diddy. Les gens pensaient que Diddy était excentrique, expliqua Usher. Ils ne réalisaient pas qu'il avait un pouvoir silencieux mais absolu sur les gens. S'il ne vous aimait pas, votre carrière stagnait. S'il vous appréciait, votre silence faisait partie du contrat. Usher révéla qu'il n'était pas le seul. D'autres jeunes artistes furent attirés dans ce cercle avec des promesses de gloire rapide, mais graduellement attirés dans l'entourage de Diddy de manière qu'ils ne pouvaient comprendre à l'époque. Il y avait des témoins autour de nous. Assistants, chauffeurs, autres musiciens. Tout le monde faisait comme si c'était normal. Mais au fond, ils savaient. Un moment particulièrement troublant de son témoignage concerna un voyage privé aux Caraïbes que Diddy organisa quand il avait 15 ans. C'était censé être une retraite. Juste lui, moi et quelques autres. L'endroit était isolé, pas de presse, pas de caméra. Et c'est là que j'ai réalisé que je n'étais pas là pour apprendre quoi que ce soit sur la musique. Il marqua une pause. Il m'a fallu des années pour comprendre la manipulation. Le silence était total dans la salle d'audience. Après ce voyage, la relation avec Diddy changea. Diddy devint plus contrôlant. Il y avait toujours de nouvelles personnes autour, toujours plus de fêtes, toujours plus de règles. Et chaque fois qu'Usher résistait, même légèrement, on lui rappelait qu'il avait fait sa carrière. Il me disait « On ne mord pas la main qui nous nourrit. Souviens-toi de qui t'a donné cette vie. » Usher termina ce segment en regardant directement Diddy. « Tu ne m'as pas donné cette vie. Tu m'as donné des cauchemars. » La troisième partie du témoignage d'Usher fut peut-être la plus stupéfiante. Il décrivit comment on lui présenta un contrat à l'âge de 16 ans qui incluait une clause de confidentialité.
Bien que déguisé en accord de non-divulgation standard, pour protéger les affaires internes de Bad Boy Records, Usher affirma qu'il contenait un langage spécifique concernant les événements privés et la discrétion. À l'époque, je ne comprenais même pas la moitié des mots, témoigna Usher. Ma mère a dû co-signer, et les avocats du label ont dit que c'était standard. Mais maintenant, en regardant en arrière, je sais ce que c'était. Un contrat pour me faire taire. Cette signature acheta son silence pendant des années. Il n'était pas autorisé à parler des fêtes, des invités, des comportements. Cette clause fut invoquée des années plus tard quand il tenta de parler de certaines choses qu'il avait vues. En 2009, il préparait une interview avec une publication majeure. Quand les questions devinrent personnelles, il reçut un appel de l'ancienne équipe juridique de Bad Boy. Ils lui rappelèrent son accord de non-divulgation. Ils ont dit « Nous espérons que vous n'essayez pas de compromettre votre réputation ». Il n'alla jamais au bout de cette interview. Mais ce n'était pas seulement les avocats. Usher affirma avoir reçu des menaces de personnes liées à l'empire de Diddy. Des gens avec qui il n'avait pas parlé depuis des années. Vous pensez que vous en avez fini avec ce monde, mais il n'en a jamais fini avec vous. Et si vous sortez du rang, il y a des conséquences. Pas seulement pour votre carrière, mais pour votre sécurité. La salle d'audience se figea quand Usher sortit une copie de l'accord de non-divulgation. Le juge l'accepta comme preuve. Il incluait un langage sur les enregistrements audio et vidéo et la reproduction non autorisée. Des phrases qui prenaient maintenant une tonalité sinistre à la lumière de la prétendue bibliothèque vidéo de Diddy. La voix d'Usher se brisa légèrement. Ce document m'a fait me sentir fou pendant des années. Comme si tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais ressenti, n'était pas réel, parce que je n'étais pas autorisé à le dire à voix haute. La voix d'Usher vacilla alors qu'il décrivait un moment moins connu de 1996, quand il n'avait que 17 ans et que Diddy l'emmena à une fête exclusive dans un manoir d'Atlanta. Ce fut un moment pivot qui remodela sa vision de l'homme qu'il considérait autrefois comme un mentor. Selon Usher, Diddy était en mode hôte complet, avec une maison remplie de célébrités, de mannequins et d'hommes mystérieux qui ne semblaient pas du tout connectés à l'industrie musicale. La maison était somptueuse. Sol en marbre, sécurité à chaque porte, de la musique qui retentissait jusqu'au lever du soleil. Mais ce qui ressortait, ce n'était pas le luxe. C'était la chambre secrète. Usher raconta avoir vu Diddy chuchoter à l'un des gardes de sécurité qui ouvrit une porte verrouillée à l'arrière du manoir. Il y avait des gens masqués. C'est tout ce que je dirais. Je ne savais pas ce que je regardais. Puis, il dit quelque chose qui fit bouger tout le monde dans la salle d'audience. Je pense que cette nuit-là m'a changé. J'ai vu des choses que je ne peux toujours pas expliquer. Je ne sais pas si c'était légal, mais je sais que ce n'était pas bien. Il brandit alors des pages photocopiées d'un journal. Usher expliqua qu'il avait commencé à écrire ce journal en 1998, à l'origine pour documenter les paroles de chansons et ses pensées. Mais au fil des années, il devint un coffre fort de souvenirs personnels et d'observations de son époque auprès de Diddy. « Avez-vous jamais parlé à quelqu'un de ses entrées ?» demanda le procureur. Usher secoua la tête. J'avais peur de tout perdre. Je ne pensais pas que quelqu'un me croirait. Quand on lui demanda pourquoi il le partageait maintenant, Usher répondit « Parce que j'ai vécu avec ça assez longtemps, et il est temps que la vérité sorte. » Usher se pencha vers le microphone et révéla une rencontre qu'il dit n'avoir même pas racontée à ses amis les plus proches. En 1997, à l'âge de 18 ans, il fut invité par Diddy à rencontrer un puissant investisseur musical à Miami. Quelqu'un qui pourrait financer la première tournée mondiale d'Usher et l'aider à construire sa marque. Je pensais que c'était pour les affaires, expliqua Usher. Diddy l'a présenté comme la plus grande opportunité de ma vie. Il m'a dit de m'habiller élégamment, d'avoir l'air net et d'être poli. Quand Usher arriva à la suite, il trouva 3 hommes en peignoir avec du champagne haut de gamme et plusieurs jeunes femmes assises silencieusement en arrière-plan. L'un d'eux, qui a dit qu'il venait d'outre-mer, m'a demandé si je voulais être rappelé pour toujours. Il ne parlait pas de musique. Usher dit que Diddy le laissa seul avec les hommes. Je me sentais piégé. Ils ne m'ont pas touché. Mais l'un d'eux a mis sa main sur mon épaule et a dit « Tu peux rester. Ou tu peux partir. Mais tu n'auras plus jamais une invitation comme celle-ci. » Il partit. Et c'est là que les choses ont commencé à changer. Usher dit qu'il fut retiré d'une opportunité de tournée et qu'un producteur éminent se retira soudainement de travailler avec lui. Personne n'a jamais dit que c'était parce que j'avais quitté cette suite. Mais après cette nuit, des portes qui avaient toujours été ouvertes se fermèrent soudainement. Usher témoigna également que Diddy lui montra un clip troublant d'une caméra portable quelques semaines plus tard. Il riait. C'était d'un autre jeune artiste. Il faisait quelque chose que je sais qu'il n'aurait pas accepté de faire à moins que quelqu'un l'y oblige. « Est-ce que Diddy vous a menacé ?» demanda l'avocat. Usher marqua une pause. Il n'avait pas besoin de le faire. Les gens autour de lui s'en chargeaient. Ils n'utilisaient pas de mots. Ils utilisaient le silence et l'exil. Usher dit que ce fut le moment où il réalisa que la célébrité n'était plus une question de talent. C'était une question de soumission.
Le ton d'Usher devint personnel alors que les lumières de la salle d'audience s'atténuaient légèrement, les caméras se concentrant uniquement sur son visage. C'est la partie la plus difficile, parce que ce n'est plus à propos de moi. Il continua en décrivant les premiers jours de l'ascension de Justin Bieber. Usher avait été instrumental dans le lancement de la carrière de la pop star, et lui servait de mentor. Au début, tout était positif. Je voulais être le grand frère que je n'avais jamais eu. Mais ensuite, Diddy est entré en scène. Selon Usher, Diddy commença à inviter Bieber aux fêtes, l'appelant camp d'initiation. La même phrase qu'il utilisait avec Usher des années plus tôt. Il avait 15 ans et il le traitait comme un homme adulte. Une nuit en 2011, Usher reçut un appel de Bieber. Il ne dit rien au début. J'entendais juste sa respiration. Puis il a dit « je veux rentrer à la maison ». L'équipe d'Usher tenta de le localiser, mais Bieber resta silencieux pendant 2 jours. Quand ils se rencontrèrent à nouveau, Bieber ne regardait pas Usher dans les yeux. Il a juste dit « c'est bon, je vais bien maintenant ». Mais ce n'était pas le cas. Usher révéla alors qu'il avait confronté Diddy en privé et lui avait demandé directement « qu'est-ce que tu fais à ces gosses ?» Selon Usher, Diddy rit et répondit « la même chose qu'ils m'ont fait. C'est comme ça que ça marche ». Usher dit que ce fut la dernière conversation sérieuse qu'il eut avec Diddy. Après ça, j'ai pris mes distances. Je ne voulais pas que mon nom soit lié à ça, mais en regardant ce qui est arrivé à Justin, je ne pouvais plus rester silencieux. Il révéla aussi pour la première fois qu'en 2018, il reçut un appel d'un numéro anonyme avec une voix qui disait « Dis-lui de garder sa bouche fermée ou nous la fermerons pour lui ». Quand on lui demanda qui il pensait être derrière cet appel, Usher regarda directement la table de la défense. Je pense que vous savez. Usher révéla que le point de rupture dans sa relation avec Diddy survint lors d'une nuit désormais infâme qui n'avait jamais été discutée publiquement. Selon son témoignage, c'était une fête privée en apparence anodine dans un domaine caché des Hollywood Hills en 2002. L'événement, qu'il décrivit comme plus un rite de passage qu'une fête, impliquait plusieurs jeunes artistes et mannequins dont beaucoup pensaient qu'on leur offrait des opportunités de carrière. Usher témoigna que Diddy l'avait invité sous prétexte de rencontrer un nouveau producteur d'Europe. Mais quand il arriva, il dit qu'il n'y avait pas de cadre, pas de producteur, juste un éclairage tamisé, de la sécurité à chaque coin et une lourde aura de secret. Il décrivit un environnement où les téléphones étaient confisqués à la porte et une série étrange de contrats étaient présentés aux invités qui étaient étiquetés comme des accords de non-divulgation, mais avaient un langage plus agressif que tout ce qu'il avait jamais vu dans l'industrie. L'ambiance était mauvaise. Il y avait des gens là qui n'étaient pas artistes. Ils n'étaient pas cadres. J'ai réalisé qu'ils étaient juste des observateurs. Il dit avoir reconnu plusieurs visages célèbres, certains qui n'avaient jamais été connectés publiquement à Diddy, mais refusa de les nommer officiellement, laissant plutôt entendre que si ce procès continue, d'autres se manifesteront. La partie la plus poignante de sa déclaration survint quand il dit qu'après avoir tenté de quitter la fête, il fut arrêté par un homme qu'il ne reconnaissait pas et amené dans une pièce latérale où Diddy était assis. Le témoignage d'Usher pivota vers les pratiques commerciales que Diddy avait employées. Pas seulement avec lui, mais avec des dizaines d'artistes de Bad Boy Records. Pour la première fois, Usher soumit des emails internes et des brouillons de contrats révélant qu'il avait signé un accord de développement en tant qu'adolescent, qu'il enfermait dans 5 albums et cédait les droits à ses masters jusqu'à l'âge de 35 ans. Je ne savais pas ce que je signais, je voulais juste chanter. Il exposa alors comment d'autres artistes étaient liés dans des contrats similaires, mentionnant des noms comme Carl Thomas, Black Rob et le défunt Craig Mack. Usher allégua que Diddy avait un schéma pour attirer les artistes avec des promesses de mentorat et d'exposition, seulement pour les jeter une fois qu'ils n'étaient plus utiles ou obéissants. Il révéla même qu'un comptable privé lui avait envoyé une fois une feuille de calcul avec les royalties qu'il avait ratées au fil des ans, totalisant plus de 4,3 millions de dollars. Les documents judiciaires révélèrent également que plusieurs artistes avaient pris des règlements en silence, certains acceptant de petits paiements justes pour regagner le droit d'utiliser leur nom ou d'interpréter leurs chansons. Une des plus grandes révélations fut que Usher avait tenté d'organiser une réunion secrète avec d'autres artistes en 2011, mais dit que la réunion n'eut jamais lieu parce que quelqu'un avait averti Diddy. Encore plus accablant fut son affirmation qu'il avait une fois vu Diddy ordonner la destruction de bandes démos et de séquences appartenant à un artiste qui avait menacé de parler. Cette déclaration fit taire la salle d'audience. Dans la partie finale de son témoignage, Usher s'effondra quand on lui demanda pourquoi il n'était jamais venu témoigner plus tôt.
Sa réponse fut à la fois obsédante et déchirante. Je pensais que si je restais silencieux, je pourrais passer à autre chose et rester reconnaissant. Mais on ne peut pas être reconnaissant pour un mensonge. Usher dit que la culpabilité l'avait rongé pendant des années. Il parla de regarder d'autres jeunes artistes tomber dans le même piège que lui autrefois, et admit que pendant longtemps, il ne savait pas comment les aider sans détruire sa propre carrière. C'est toujours une question de levier, et Diddy avait tout. Ce qui frappa le plus la salle d'audience fut quand Usher décrivit un entrée de journal non publiée qu'il avait écrite la nuit où il quitta définitivement le mentorat de Diddy. Elle disait « J'ai survécu à Puff Daddy, mais l'enfant en moi a-t-il survécu ? Je ne sais toujours pas. » Il termina son témoignage en s'adressant à la cour, aux victimes regardant en ligne et à la jeune génération d'artistes qui idolâtraient les personnes en procès. Il ne s'agit pas que d'un homme. Il s'agit de tout un système qui a dit aux gosses comme moi de se taire, de rester dans le rang et de ne jamais questionner les mains qui nous nourrissaient. Mais je suis ici maintenant et je n'ai plus peur. Pas pour moi parce que j'ai déjà vécu à travers ça. Je fais ça pour ceux qui ne l'ont pas fait. À ce moment, la salle d'audience resta silencieuse. Ce qui avait commencé comme une affaire fédérale de raquettes et de trafic s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus grand. Une confrontation avec le passé pour des décennies de silence dans l'industrie musicale. Frère et sœurs, vous avez vu ce qui a été dit. Donc, faut pas questionner les mains qui t'ont nourri. Et ça, c'est typique dans les sectes. Typique dans les sectes. C'est de cette manière-là, en fait, qui les opèrent pour que le peuple se taise, pour que le chrétien ne puisse pas parler. Ils vont vous mettre la pression. Vous voyez, frères et sœurs? Et je crois que, en fait, c'est similaire par rapport à la secte que nous avons dénoncée sur notre chaîne depuis plus d'1 an et demi. En fait, c'est les mêmes pratiques, les mêmes choses qui reviennent. Et ceux et celles qui sont dedans, eh ben, ne soyez pas aveugles. Regardez en fait ce que Usher nous dit, frères et sœurs. Et c'est des choses en fait que dans l'église, nous voyons où des gourous, frères et sœurs, des faux prophètes, des gourous, font subir aux chrétiens. Donc voilà pourquoi le Seigneur veut que cela soit dénoncé, frères et sœurs, pour que son peuple soit libre, soit délivré, frères et sœurs. Donc ne soyez pas... n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, frères et sœurs. C'est le moment de parler, c'est le moment de sauver votre âme, frères et sœurs, et de vivre cette liberté que Jésus-Christ nous a donnée. Car la parole nous dit encore que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Es-tu réellement libre, toi qui es chrétien? Là où tu pries, es-tu réellement libre? Ou es-tu lié? Ah oui, ça c'est une question, il faut que tu répondes dans ton cœur. Es-tu libre ou lié? Lié à quoi? Lié au mensonge. Ah ben oui. Combien sont liés au mensonge, frères et sœurs, de leur secte? Au mensonge dans la secte dans laquelle elles sont. Et beaucoup voient le mensonge, mais ferment les yeux. Je vous dis la vérité, vous serez détruits, mes amis. Oh oui, à force de fermer les yeux, à force de dire non, c'est faux, les témoignages, etc. Là, ce que peuvent dire en train de vivre, là, frères et sœurs, eh ben, c'est la vérité. Ce que les gens sont en train de dire, frères et sœurs. Il y a les preuves, il y a les images. Regardez comment il battait la femme dans l'hôtel. On a vu les vidéos sur les réseaux. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, malgré ça, aujourd'hui, malgré que des chrétiens peuvent voir des preuves, des vidéos, des dires de leur gourou, des méfaits de leur gourou, frères et sœurs, ils vont dire non, il est gentil. Non, c'est notre prophète, il est gentil. C'est des mensonges. Mais frères et sœurs, mais c'est grave, mes amis, là. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, c'est un langage qui revient souvent. Ne pas mordre, ne pas cracher dans la main qui t'a nourri, etc., etc. Ça, c'est pour te fermer la bouche. Et ça, c'est pas biblique. Et là, Usher a dit, il ne pouvait pas participer au mensonge. C'est le mensonge. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, un païen parle ainsi, et des chrétiens qui ont la Bible, qui soi-disant suivent celui qui est le chemin, la vérité, la vie, se compromettent, participent au mensonge. Vous êtes des païens. Vous êtes des païens et pas des chrétiens. C'est impossible d'être chrétien et agir ainsi, c'est pas possible. Donc, frères et sœurs, cette vidéo, elle doit nous interpeller. Elle doit nous parler, frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Donc, voilà. Et c'est vraiment grave. Donc, voilà ce que Puff Daddy a fait à Usher et à plein d'autres frères et sœurs. Et Usher disait qu'il voyait d'autres personnes chanter, monter dans la gloire, en gros, dans la chanson, subir les mêmes choses.
Donc en fait, nous qui voyons aujourd'hui, qui sommes passés aussi par des sectes, par une secte en l'occurrence qu'on a dénoncée depuis des années sur notre chaîne, un an et demi sur notre chaîne, frères et sœurs, et quand nous voyons aujourd'hui des frères et sœurs, alléluia, levez la main, mais on se dit, mais Seigneur, ils ne savent pas dans quoi ils sont. Ils ne savent pas dans quoi ils sont rentrés. Je vous dis la vérité. Et ceux et celles qui n'y croient pas, allez là-bas faire un tour, restez assis. Restez 6 mois, 1 an, 2 ans. Parce qu'on ne peut pas cacher, on ne peut pas jouer un rôle indéfiniment. Vous allez voir, allez vous asseoir là-bas. Je vous mets au défi, allez vous asseoir là-bas. Vous allez voir que c'est une secte, en vérité, frères et sœurs, qui est là pour dépouiller l'argent du peuple, contrôler le peuple, manipuler le peuple, mentir au peuple et envoyer le peuple où? En enfer, mes amis. Je vous dis la vérité. Allez vous asseoir dans ces lieux pendant 6 mois, 1 an. Une fois comme ça, tu ne verras pas les choses. 2 fois comme ça, tu ne verras pas les choses. Allez-y pendant 2 ans, 3 ans même. Vous asseoir. Faites une inspection. Soyez comme des inspecteurs. Allez vous asseoir pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, juste pour observer les choses. Vous allez voir comment les choses se produisent, comment ils travaillent, frères et sœurs, mais d'une manière, je vous dis, ils sont ingénieux pour... Je vous dis, c'est grave. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, des ushers comme ça, frères et sœurs, ils parlent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que d'autres parlent. Parce que la chose devient connue. Donc, il a osé parler, frères et sœurs. Vous comprenez? Donc, frères et sœurs, ayez courage. Parlez. Parlez, je vous dis la vérité. Parlez et sauvez vos foyers, sauvez vos enfants, sauvez vos vies de ces lieux sectaires, mes amis, frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, frères et sœurs. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tout le monde. À bientôt.